À RDC, le chef de l'UFRC, l'Union des forces révolutionnaires du Congo, une coalition de groupes armés basés dans le sud Kivu, dans l'est du pays, a été arrêté hier. Gustave Bagayamukwe, Tadji, c'est son nom, a été interpellé dans une localité située au sud de Bukavu, sur les bords du lac Tanganyika, alors qu'il tentait de se rendre dans un pays voisin. Bagayamukwe avait annoncé il y a quelques semaines la création de l'UFRC, qui devait rassembler tous les groupes armés dans l'est de la RDC. J'ai joint tout à l'heure à Bukavu le journaliste Ernest Nihiro de Radio Mendile à Bukavu. Sur se renseigne que justement, il voulait traverser pour se rendre du côté de la frontière burundaise. Quand les services de sécurité l'ont justement appréhendé, il faut dire qu'il depuis un certain temps, c'est une personnalité qui était déjà trop recherchée ici au niveau de la province du Sud Kivu. Et pourquoi il était recherché? Parce que justement, le dimanche 3 février, il avait annoncé la création d'un mouvement rebelle, et qui était dénommé l'Union des forces révolutionnaires du Congo, et qui devait donc réunir les groupes armés, les différents groupes armés qui œuvrent ici au niveau de la province du Sud Kivu pour combattre le gouvernement en place, le gouvernement de Joseph Kabila. Alors, est-ce qu'il a été déjà transféré à Kinshasa? Évidemment, le même dimanche, c'est-à-dire que les services de sécurité qui l'ont appréhendé ont beaucoup collaboré avec les autorités politiques au niveau de la province, qui ont mis toutes les batteries à marche de façon qu'il a été donc arrêté au niveau d'abord de la plaine, au niveau de Vira, où il devait traverser vers Bujumbura. Et de là, on l'a directement amené à Bukavu. À Bukavu, ça n'a pas traîné. Il y a un jet qui est venu de Kinshasa spécialement pour venir justement les prendre. Donc hier même dimanche, il a été arrêté et le même dimanche, il a été transféré à Kinshasa. Et par rapport aux circonstances de son arrestation, d'après certaines sources au niveau de la province, on dit qu'il aurait déjà donc le samedi organisé certaines rencontres avec certains leaders d'opinion au niveau de Vira, au niveau de la plaine, et que c'est dans cette démarche-là que les services de sécurité seraient tombés sur la nouvelle et se sont donc mobilisés pour pouvoir l'arrêter. Et un élément encore par rapport aux circonstances de son arrestation, on déclare qu'il a été arrêté avec tout le matériel important sur lui. Ça, c'est le gouverneur de province qui a fait cette déclaration, comme quoi il avait tous les ordinateurs, les documents nécessaires, et selon les propos du gouverneur, il y aurait beaucoup de personnalités aussi bien de l'opposition congolaise que de la société civile qui seraient justement d'une façon ou d'une autre citées dans ces documents-là. Est-ce que son mouvement a réagi par rapport à son arrestation? Évidemment, jusque-là, on n'a pas encore eu de réaction de son mouvement, parce qu'il faut le dire, c'est un mouvement qui était encore tout à fait jeune, et il faut dire que c'était un mouvement qui se voulait rassembleur des groupes armés. Le journaliste Ernest Nihiro de Radio Mendile à Bukavu. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. L'Afrique du Sud affirme avoir arrêté au Cap un 20e rebelle congolais présumé en moins d'une semaine. Ces 20 personnes seraient membres de l'Union des nationalistes pour le renouveau de la RDC. Selon la justice sud-africaine, le groupe projetait de renverser les institutions congolaises et s'apprêtait à suivre un entraînement militaire dans le nord du pays. Pour Pretoria, le dernier homme interpellé n'est autre qu'Étienne Kabila, présenté comme le chef du groupe et demi-frère du président congolais Joseph Kabila. Kinshasa dément tout lien de parenté. Boniface Vignon. Le cerveau n'est autre qu'Étienne Kabila Taratibou. Ce dernier a toujours revendiqué le statut de fils aîné de Laurent Désiré Kabila. Parti en 2002 en exil en Afrique du Sud sous prétexte de participer au dialogue intercongolais, Étienne Kabila s'est souvent illustré par des attaques incendiaires contre son présumé demi-frère. Présumé car Étienne Kabila, qui est âgé de 46 ans, se présente comme l'aîné biologique de Laurent Désiré Kabila et il accuse l'actuel chef de l'État d'imposture, l'appelant Hippolyte Kabangé, nom sous lequel Joseph Kabila a été scolarisé à Dar es Salaam. Le grand frère encombrant, qui ne cesse de revendiquer l'héritage du père, a toujours affirmé craindre pour sa vie, des craintes corroborées par la disparition d'une sœur, Aimée Kabila, qui revendiquait elle aussi sa part de l'héritage. Cette femme a été assassinée chez elle à Kinshasa dans la nuit du 15 au 16 janvier 2008 par des hommes en armes. Une autre sœur, Hortense Kabila, a subi le même sort, abattue dans sa résidence de Lubumbashi par sa garde rapprochée. Enfin, Oscar Kabila a été empoisonné en décembre 2011. Trop de disparitions qui alimentent les rumeurs. À Kinshasa, il se murmure que le président ne serait disposé à partager l'héritage qu'avec sa sœur jumelle Jeannette Kabila Kiungu. Elle préside d'ailleurs la fondation Onze Laurent Désiré Kabila.
Et les 20 rebelles présumés seront présentés jeudi devant le tribunal de Pretoria. Pendant ce temps, à Kinshasa, le dialogue politique se prépare. Le chef de l'État a annoncé des assises prochaines. On n'en connaît pas encore la forme. Dialogue intercongolais ou peut-être simple concertation pour résoudre certains problèmes du pays. En attendant, en tout cas, tout le monde s'agite à l'approche du rendez-vous politique. Kamanda Muzembe. Par 2 fois, début et fin décembre, le président Kabila a appelé ses concitoyens à la cohésion nationale. C'est, selon le chef de l'État, une démarche qui devrait permettre de faire face à l'agression répétée dont la RDC est victime dans sa partie Est. Et en attendant de connaître le contenu du cadre de concertation annoncé pour ce faire, le parti présidentiel a depuis quelques jours commencé des consultations avec les autres organisations politiques, tant de la majorité que de l'opposition. Entre-temps, l'opposition, elle, se concerte et s'organise pour ce dialogue qui semble, aux yeux des animateurs de l'opposition, revêtir une grande importance car appelé à contribuer à la résolution des nombreux problèmes qui font de la RDC un État faible. C'est ainsi que l'opposant historique Étienne Tshisekedi va recevoir cette semaine d'autres opposants, parmi lesquels le Vital Kamerhe. L'objectif de l'opposition est d'arrêter des stratégies communes en prévision des concertations, mieux du dialogue attendu. L'opposition attend ces assises pour jouer carte sur table en posant le problème de la bonne gouvernance, y compris ce que l'opposition considère comme des violations de la Constitution. Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, la MONUSCO, la mission des Nations Unies de stabilisation à RDC, indique que 2 délégations de la SADC et la communauté de développement d'Afrique australe séjournent à Goma pour évaluer la faisabilité technique du déploiement de la force internationale neutre d'interposition à l'est de la RDC. Pendant ce temps, le commandant de la 10e région militaire dans la province du Sud Kivu a lancé un appel aux groupes armés dans cette région pour qu'ils intègrent l'armée régulière. Michel Chirimwami de Radio Okapi. 8 représentants de ce groupe encore actifs dans les moyens et hauts plateaux d'Uvira étaient présents à cette rencontre. Le commandant de la 10e région qui poursuit la sensibilisation à ce sujet a invité les Maïmaï de la région d'Uvira de se rassembler dans 3 sites, à savoir Makobola, Kachatu, dans les environs de Runingu, et puis Rubanga pour ceux des environs de Katogota, Luvungi et Sangue. A noter que le commandant de la 10e région a été dernièrement à Mboko, à Baraka, pour le même message aux éléments Maïmaï et groupes armés œuvrant dans les territoires de Fizi. Et déjà, environ 400 éléments, dont 253 du groupe Mayele, 98 du groupe Kachorogossi, 23 du groupe Boissakala et 31 du groupe Muhacha sont rassemblés respectivement à Lusambo, à Kigongo, à Mboko et à Nundu avant l'intégration dans l'armée. Selon la même source militaire, le commandant de la 10e région militaire rencontre ce dimanche les autres groupes à Runingu avant de regagner Bukavu. Uvira, Michel Chirimwami, Radio Okapi. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Première escale ce matin, la RDC. Le gouvernement congolais promet de juger sans faiblesse ni complaisance le chef de l'Union des forces révolutionnaires du Congo, Gustave Bagayamukwe, arrêté il y a 2 jours à Uvira, dans le sud Kivu. Il devra être déféré devant les tribunaux compétents, a assuré le porte-parole du gouvernement Lambert Mende, cité sur Radio Okapi. Gustave Bagayamukwe Tadji, de son nom complet, a été interpellé dans une localité située au sud de Bukavu, sur les bords du lac Tanganyika, alors qu'il tentait de se rendre dans un pays voisin. Il avait annoncé il y a quelques semaines la création de l'UFRC qui devait rassembler tous les groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Réaction à Kinshasa, Jean Bosco Bahala, qui se dit bien imbu du processus de négociation ayant abouti aux accords de 2009 entre Kinshasa et la rébellion de l'Est. Cet homme-là, c'est un type qui a échoué aux élections législatives passées. Alors, il se fait passer maintenant pour un chef rebelle, pour un chef de groupe armé. Je pense qu'il faut que l'État congolais s'assume. Et je crois qu'il est bon que l'on donne l'exemple et qu'on dise qu'on n'arrive pas au pouvoir en prenant les armes contre son propre peuple. Est-ce le bon moment pour tracer un exemple, pour reprendre votre propre terme, alors que le gouvernement est engagé dans des pourparlers avec un autre groupe rebelle, le M23? Je crois que oui. Personnellement, vous savez, moi, je ne sais pas. Les pourparlers de Kampala, c'était bon, peut-être parce que le président de la République a voulu être correct jusqu'au bout avec ses pairs
africain de la CIRGL qui lui avait demandé d'écouter ces Congolais qui disent qu'ils avaient des griefs par rapport à l'application de l'accord du M23. Vous savez, j'ai participé à ces accords. J'étais rapporteur général du Comité national du suivi des accords. Je sais bien que tout ça n'était qu'un prétexte, parce que la rébellion du M23 a commencé comme une mutinerie, parce qu'on a voulu arrêter, parce que la Cour pénale internationale a demandé qu'on arrête M. Bosco Ntaganda, parce que tous ceux qui étaient autour de lui étaient recherchés par la justice comme criminels de guerre. Ce général Bosco Ntaganda, oui, il était dans l'armée nationale, non? Mais bien sûr, parce qu'à ce moment-là, on pensait qu'il pouvait faire partie de la solution, comme on dit, parce qu'en ce moment-là, il s'agissait de neutraliser le CNDP comme groupe armé politico-militaire. Eh bien, en ce moment-là, lui s'est présenté comme celui qui pouvait gérer l'intégration. Comment voyez-vous l'avenir de ce que je pourrais appeler le processus de Kampala? L'avenir, je le vois de cette manière. Une force neutre va se mettre en place sous l'égide de la SADC. Elle aura pour mission d'éradiquer tous les groupes armés qui sont dans la région, les FDLR, les Maïmaï réfractaires à l'intégration, les M23, etc. Mais elle aura aussi pour but de rassurer le Rwanda par rapport à sa question sécuritaire, de rassurer le Congo par rapport à la question de l'intangibilité de ses frontières. Nous pensons que de ce point de vue, les chefs d'État africains auront joué leur rôle pour la stabilisation de la République démocratique du Congo. Nous attendons également que l'ONU puisse faire signer l'accord cadre pour la paix dans la région, parce que finalement, les enjeux ne sont pas que congolais, et avec tous ces groupes armés et leurs revendications. Les enjeux sont aussi régionaux. Comment faire pour qu'il y ait un commerce transfrontalier qui puisse respecter les lois du commerce international ou du trading normal, la prédation des minéraux, qu'elle puisse cesser, que l'on puisse savoir également de quelle manière, entre les pays qui sont dans les grands lacs, on peut avoir des relations beaucoup plus saines. L'abbé Jean Bosco Baala, joint dans la capitale de la RDC. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Maintenant sur ce que nous avons qualifié hier matin de guerre au sein de la famille Kabila en RDC, guerre qui s'étale, disions-nous, au grand jour, avec l'arrestation par la police sud-africaine de 20 personnes, dont un demi-frère du président Joseph Kabila. Leur objectif, selon la justice sud-africaine, était de renverser le président de la RDC. Le cerveau de ce présumé complot, affirmions-nous, n'est autre qu'Étienne Kabila Taratibou. Ce dernier a toujours revendiqué le statut de fils aîné de Laurent-Désiré Kabila, l'ancien président et défunt père de l'actuel chef de l'État. Voilà ce que nous diffusions sur notre antenne. Ce matin, le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, tient à affirmer qu'Étienne Kabila Taratibou n'est pas le fils aîné de Laurent-Désiré Kabila. Il remet donc en cause cette filiation, comme d'autres d'ailleurs que nous évoquions. Lambert Mende. Étienne ne s'appelle pas Kabila. Il s'agit de monsieur Étienne Kidza, fils de monsieur Kanzoluka et de madame Kidza, Françoise, qui est un Katangais, dont la mère a travaillé dans le régime du président Mobutu. Elle était même membre du bureau politique du mouvement populaire de la Révolution. Elle a même quitté Kinshasa et vit en exil pour fuir Laurent-Désiré Kabila, dont il prétend aujourd'hui, après sa mort, qu'il serait son père. Donc c'est un cas type d'usurpation d'identité et qui s'est spécialisé dans tous ces discours pour démontrer qu'il serait l'aîné de la famille de Kabila, ce qui n'a aucun sens parce que nous ne sommes pas dans un régime monarchique ici. Étienne Kidza, alias Étienne Kabila, ne peut pas avoir une sœur qui s'appelle Hortense Kabila, étant donné que Hortense Kabila est effectivement quelqu'un qui est dans la famille du président. On l'a donné pour morte, assassinée par je ne sais qui. Elle est bien en vie, elle séjourne actuellement à Londres pour des raisons médicales. Il ne peut pas être aussi le frère de Aimé Kabila, qui en réalité s'appelle Aimé Moulengela, et qui n'a pris le nom de Kabila que pour se faciliter de manière frauduleuse l'octroi d'un passeport diplomatique. Ça a été dénoncé en son temps, et qui est morte dans des conditions assez dramatiques après un conflit avec son ami de l'époque, un certain Barakouda, quelqu'un de très mauvaise réputation, rien à voir avec la famille de l'actuel président Joseph Kabila. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, il répondait « Vous écoutez Zapping Info Congolaise ». Parlons de la RDC pour commencer. Lors d'un exposé à la Brookings Institution, un centre de réflexion de Washington, le secrétaire d'État adjoint américain pour l'Afrique, Johnny Carson, a réitéré l'appui de l'administration Obama pour un processus de paix international sous l'égide de l'ONU pour la République démocratique du Congo. Ce message intervient alors qu'à Kampala, des pourparlers entre les rebelles du M23, qui contrôlent une partie de l'Est de la RDC, et le gouvernement du président Joseph Kabila tardent à produire des résultats.
Une solution élaborée et soutenue par la communauté internationale est le seul moyen d'aller de l'avant. Nous y sommes parvenus pour l'ancienne Yougoslavie. Nous avons pu stopper le conflit au Soudan. On doit produire un effort tout aussi dynamique et international pour la RDC, a plaidé Johnny Carson. Un analyste congolais, le professeur Mvemba Dizolele, salue la position du département d'État, mais suggère que les États-Unis devraient faire davantage. Mais les États-Unis doivent aller plus loin que ça. C'est-à-dire que le problème de la RDC, c'est pas juste un problème de la région, c'est principalement d'abord un problème de l'intérieur. Il faudra soutenir la RDC à rebâtir une armée républicaine qui soit adéquate et capable de défendre l'intégrité du territoire, mais aussi la sécurité primaire du peuple congolais. Il faudra à l'heure actuelle supporter un mouvement fort des dialogues intercongolais pour résoudre le problème de la crise de légitimité qui a été créée après les élections de 2011. Donc le Congo ne doit pas continuer éternellement à être placé sous différentes formes de protectorat international. Un processus quelconque sous l'égide des Nations Unies va-t-il écarter les entités régionales comme par exemple la CIRGL? Écoutez, la conférence internationale pour la région des Grands Lacs n'est pas crédible. Essayons de voir ça d'une perspective congolaise. Ce sont les mêmes pays membres de cette organisation qui supportent différents groupes rebelles au Congo. C'est-à-dire, si nous prenons par exemple l'exemple de l'Ouganda, qui a le chairmanship de cette organisation, la conférence des Grands Lacs, l'Ouganda n'est pas crédible. Donc, en tant que négociateur en faveur de la paix, ça se pose déjà un problème. Alors que les Nations Unies, malgré ses différents déficits, représentent une plateforme plus grande. Johnny Carson, le secrétaire d'État adjoint pour l'Afrique, a aussi déclaré lundi que les États-Unis soutiennent l'intégration d'une brigade régionale d'intervention au sein de la MONUSCO. Comment voyez-vous cela? Je trouve que c'est la meilleure voie, vu ce qu'il y a sur la table. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir une force qui émane de la conférence internationale des Grands Lacs, qui vient s'imposer faire je ne sais quoi sur le territoire congolais, sans contrôle. Puisqu'en fait, vous voyez, une force pareille, à qui elle va répondre? Est-ce qu'elle va répondre à Kampala, au siège de la conférence internationale, ou elle va prendre ses ordres de Kinshasa, ou ses ordres d'où? Vous voyez, ça pose déjà problème du point de vue hiérarchie et point de vue commandement et structure. Cette brigade d'intervention, apparemment, aura pour mission de mettre hors d'état de nuire les forces dites négatives dans l'est de la RDC. Cette mission est-elle possible dans le contexte actuel? Écoutez, cette mission, comme je l'ai dit déjà, est problématique. Puisque d'abord, il y a la question de commandement et structure de la force. Le Congo, à l'heure actuelle, a une présence de plus de 17 000 troupes étrangères sous l'égide des Nations Unies déjà, qui n'arrivent pas à se passer de ce problème des milices et des rébellions à l'Est. Johnny Carson parle de la nécessité d'un processus de paix complet pour l'Est de la RDC. Cela impliquerait quoi, selon vous? Moi, je trouve ça c'est une mauvaise approche d'abord, puisque le processus de paix pour la République démocratique du Congo doit être un processus compréhensif. C'est-à-dire, on ne peut pas chercher à régler un problème de l'Est sans pour autant prendre en compte tout le problème donc, qui affecte la sécurité sur l'étendue nationale. Le professeur Mvemba Dizolele, chercheur à l'université de Stanford en Californie. Et rappelant que le secrétaire d'État adjoint Johnny Carson a également exhorté la RDC, le Rwanda, l'Ouganda et d'autres pays de la région à signer et appliquer le plus tôt possible l'accord cadre des Nations Unies qu'ils n'ont pas pu finaliser lors du récent sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Allons sur le terrain dans l'est de la RDC. Au Nord Kivu, divers secteurs ont réagi à la signature d'un pacte de non-agression mutuelle entre les groupes armés de Massissi. Il y a quelques jours, les chefs de 5 groupes armés opérant dans ce territoire ont décidé de mettre fin au conflit ethnique qui les oppose depuis plusieurs années. Les signataires de ce pacte de non-agression sont les Forces pour la défense des droits humains, le Mouvement d'action pour le changement, l'Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain, le Raya Mutomboki et un groupe de déserteurs de l'armée républicaine, donc les FARDC. Le point depuis Goma avec notre correspondant Primo Pascal Rudahigwa. La signature de ce pacte de non-agression suscite des réactions au sein des communautés originaires de Massissi. Pour le député provincial Chebishimbo de la communauté Hutu, cette initiative est à encourager. Cette signature témoigne les intentions que les uns les autres ont par rapport à cette paix que nous recherchons tous. Je crois comme il n'y a personne qui les a forcés à pouvoir signer, et j'imagine un homme sérieux a toujours
respecter sa signature. Le député Nkuba Kahombo de la communauté Houndé émet quant à lui beaucoup de réserves. Le problème de Massissi est multiforme. Je crois qu'il faut aussi aborder les autres aspects pour que la paix soit cimentée d'une manière définitive. Et je pense ici par exemple les aspects fonciers. Il y a aussi le problème politique. La 8e région militaire est-elle au courant et que pense-t-elle de la signature de ce pacte de non-agression signé par les groupes armés de Massissi? C'est la question à laquelle répond le colonel Olivier Hamouli, porte-parole militaire au Nord Kivu. Il n'y a pas de rapport entre les groupes armés et les FARDC. Les FARDC, c'est une armée nationale, une armée républicaine. Et donc, les groupes armés, ce sont dehors la loi. Et c'est ainsi que nous sommes en train de mener un combat afin que tous ces jeunes gens, soit qu'ils puissent intégrer les FARDC à travers le processus de recrutement qui est en cours et rejoindre des centres d'instruction, ou soit ils déposent les armes et ils procèdent à leur démobilisation à travers le programme DDRR, ou alors, tout simplement, ils regagnent la vie civile. Le député Chebishimbo invite le gouvernement à saisir cette opportunité pour restaurer définitivement la paix dans le Massissi. Il faudra que l'État puisse saisir cette occasion pour un accompagnement réel, pour rapprocher tous ces groupes armés afin de pouvoir continuer à les rappeler de cet accord qu'ils ont signé. Mais si l'État ne venait pas en accompagnement, je crois qu'il y a lieu que les choses rentrent en arrière et que la paix que tous nous étions en train de rechercher ne soit plus effective. Il faut noter qu'après la signature de cet accord, ces miliciens ont mis en place une coalition dénommée Alliance des Patriotes contre la balkanisation du Congo. Cette alliance est dirigée par Janvier Kalahiri, chef de l'APCLS, qui est secondé de Bouira, commandant de Raïa Mutomboki, et de Kapoki, chef de Nyatura. Goma, Primo Pascal Erudahigwa, La Voix de l'Amérique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Puis en République démocratique du Congo, la société civile de la province du Nord Kivu exige aux autorités de la RDC et à la CIRGL, la conférence internationale pour la région des Grands Lacs, de mettre un terme aux négociations qui se tiennent à Kampala, en Ouganda, entre les représentants du gouvernement congolais et ceux des rebelles du M23. Elle estime que le but de ce dialogue, qui est d'évaluer l'accord de paix du 23 mars 2009, signé entre le gouvernement et le CNDP, est atteint. Omar Kavota, vice-président et porte-parole de la société civile du Nord Kivu, au micro de Radio Okapi. Les travaux ne devaient s'arrêter qu'à l'évaluation de l'accord du 23 mars 2009 et non de négocier avec le M23, que le gouvernement s'abstienne de partager le pouvoir avec le M23 ou d'intégrer ces éléments dans la police et dans l'armée. Parce que ce serait encourager les autres groupes armés à considérer comme mode de revendication la prise des armes pour accéder au pouvoir au pays. Et nous sommes en train d'exiger que les parlements puissent initier un audit sur les fonds qui sont affectés dans le cadre de ces assises. Parce qu'aux yeux du peuple, c'est pour parler, revêt de plus en plus de caractère budgétivore. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En RDC, où la reprise de la guerre a entraîné une hausse dramatique des violences sexuelles, ce cri du cœur. Un mois après son retour à Bukavu, le docteur Denis Mukwege, gynécologue, lance un appel à l'aide au micro de notre envoyé spécial Nicolas Pinault. Dans toute la région, le problème de sécurité se pose, pas seulement pour moi, mais pour toute la population. Notre demande sur surtout la sécurité ici à l'hôpital, c'était par rapport au nombre de personnes qui vivent ici à l'hôpital. Donc ici, nous avons 450 lits, mais comme en Afrique, vous savez, les malades se font toujours accompagner. Nous avons également 400 staffs et donc les malades ambulatoires, et nous estimons que nous pouvons être chaque jour à peu près 2000 personnes dans cet enclos. Mais 2000 personnes qui sont quand même des personnes qui sont des témoins des atrocités, qui sont des témoins gênants. Et donc, nous pensons que cet hôpital devrait jouir quand même d'une protection particulière par rapport à son statut. Est-ce le cas ? Mais pour le moment, on négocie encore. Et pour vous, pour votre sécurité ? Bon, pour ma propre sécurité, je dis qu'elle n'est pas différente vraiment de la sécurité de toute la population dans cette partie du Congo.
J'aurais souhaité que ça soit mieux. Par exemple, j'ai annulé presque toutes mes conférences à l'extérieur puisque je ne trouve pas une sécurité suffisante pour voyager d'ici à l'aéroport, par exemple. C'est tout un problème. Et aujourd'hui, comment ça se passe? Vous êtes toujours escorté pour vos déplacements par la police congolaise ou ça a déjà été abandonné? J'ai une garde rapprochée de la police congolaise. Et pour de longues distances, je sollicite l'escorte de la MONUSCO. Jusqu'aujourd'hui, ça s'est bien passé, mais c'est pas un mode de vie aussi. C'est très pénible de perdre comme ça sa liberté. Alors vous l'avez signalé, malheureusement, le conflit a repris dans l'est de la RDC, une nouvelle rébellion, et vous recevez les victimes et les conséquences de cette nouvelle guerre. Qu'est-ce qui vous frappe avec cette nouvelle guerre? D'abord, les premières personnes qui souffrent, ce sont les femmes et les enfants. Alors que 2011, on avait vu les chiffres des victimes de violences sexuelles en diminution nette. Malheureusement, avec la reprise de la guerre, on voit que ces chiffres ont commencé encore à augmenter. La deuxième constatation avec cette guerre, c'est que tout le monde parle de M23, mais en fait, ce que nous remarquons, c'est que les groupes armés qui avaient déjà été démobilisés et qui n'existaient pas ont repris leurs activités. Et en fait, dans chaque village, chaque groupe ethnique commence encore à se réarmer. Et là, c'est extrêmement dangereux puisque c'est comme si nous faisons une marche arrière de 10 ans encore. Et ça, c'est quelque chose qui me fait très mal, parce que quand on voit la situation qu'on avait en 2011 et qu'aujourd'hui, on est en train de retourner là où on était en 2002, je trouve que ça, c'est une situation triste. Plus de 12 victimes qui nous sont envoyées tous les jours. On ne sait pas si ça va, les chiffres va continuer, mais là, on est carrément à la situation qui était la situation la plus mauvaise, donc 2004. L'armée congolaise, elle a souvent été décriée. Est-ce que là encore, comme les autres groupes, on constate un renouveau de ses habits? Parmi les victimes, nous avons des victimes qui sont des victimes de forces armées congolaises. Mais moi, j'ai toujours pensé que, en fait, ce qu'on appelle les forces armées congolaises, ce sont des forces qui ont été constituées sur une mauvaise base. Et cette mauvaise base, on voit très bien que ce sont des forces qui n'arrivent pas à protéger la population civile. Ils se confondent aux groupes armés, ils commettent la même chose. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, plus que jamais, tous les Congolais devraient réclamer de la part de notre gouvernement la réforme du secteur de sécurité, parce qu'on ne peut pas avoir un pays aussi riche, avec parfois des richesses à ciel ouvert, sans une armée, sans une police. Malheureusement, je crois que ça va continuer. On vous appelle Docteur Courage. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je ne sais pas ce qui m'appelle le Docteur Courage, mais je sais que les femmes sont tellement courageuses qu'à force de vivre à côté d'elles, on apprend à être courageux et on se dit il faut tenir, il faut se battre puisque l'avenir est devant nous et pas derrière. Et si je vous dis prix Nobel, qu'est-ce que vous en pensez? Prix Nobel, si c'est pour amener un peu plus d'engagement de la communauté internationale à mettre fin à cette crise, une guerre qui ne dit pas son nom, une guerre en fait finalement où il y a plein d'hypocrisie, où on peut voir plein d'hélicoptères de compagnies minières dans les ciels du site Kivu, alors qu'au même moment la population est en train de mourir de faim, les femmes sont violées, torturées. Je crois qu'il y a une guerre juste pour le contrôle des ressources minières. Je crois que la communauté internationale a la force de mettre fin à ces trafics ignobles. Et si le prix Nobel peut avoir cette signification de dire le message a été compris et l'action est entreprise pour mettre fin à ces atrocités, ça serait un prix Nobel avec beaucoup de sens. Le docteur Denis Mukwege, au micro de notre envoyé spécial Nicolas Pinault. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Soutient avec force l'intégration d'une brigade régionale d'intervention au sein de la MONUSCO, a déclaré en ce début de semaine le secrétaire d'État adjoint américain pour l'Afrique, Johnny Carson, lors d'une conférence tenue au centre de réflexion Brookings Institution de Washington aux États-Unis. Le diplomate américain a affirmé que les États-Unis sont prêts à appuyer un processus international de paix en RDC sous l'égide de l'ONU. Une correspondance de Radio Okapi. Johnny Carson estime qu'une solution élaborée et soutenue par la communauté internationale est le seul moyen d'aller de l'avant.
Nous y sommes parvenus pour l'ancienne Yougoslavie. Nous avons pu stopper les conflits au Soudan. On doit produire un effort tout aussi dynamique et international pour la RDC, a-t-il plaidé. Pour ce faire, le secrétaire d'État adjoint américain pour l'Afrique exhorte la RDC, les Rwanda et d'autres pays de la région à signer et appliquer le plus tôt possible l'accord cadre des Nations Unies. Ce plan régional de paix avait été présenté fin janvier au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, mais 8 dirigeants africains, dont ceux des pays des Grands Lacs, ne l'avaient pas signé. D'après M. Carson, Washington soutient avec force l'intégration d'une brigade régionale d'intervention au sein de la MONUSCO. Quant au soutien du Rwanda au M23, les diplomates américains rappellent que le président Obama s'était entretenu fin décembre avec le président rwandais Paul Kagame pour lui signifier que tout appui au M23 était incompatible avec les aspirations du Rwanda à la paix et à la stabilité de la région. Et nous allons continuer à regarder cela de près, a promis M. Carson. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Retour ce soir sur les déclarations du secrétaire d'État adjoint américain pour l'Afrique, Johnny Carson, qui a dit lundi au centre de réflexion Brookings Institution, ici à Washington, que l'administration Obama est en faveur d'un processus de paix international sous l'égide de l'ONU pour la République démocratique du Congo. Pour l'homme politique congolais et ancien candidat à la présidence, Georges Alula, une démarche précise de Washington visant directement les auteurs des crises multiples dans l'Est congolais est de toute urgence. On connaît les responsables des exactions qui ont lieu à l'est de la RDC. Il faut agir sur les responsables de ces exactions. Le groupe M23, qui n'est autre que la fusion du RCD avec le CNDP et y compris les éléments du FDLR, qui composent ces groupes de M23, il faut prendre une action pour que ces gens qui sont composés en majorité de Rwandais puissent retourner chez eux, qu'ils aillent faire un dialogue inter-rwandais au Rwanda pour établir la démocratie dans leur pays. Je vous arrête là, Georges Alula. Vous avez parlé des FDLR. Ne sont-ils pas les ennemis jurés du M23 ? Pas du tout, mais alors pas du tout. Les zones d'exploitation des ressources naturelles du Congo contrôlées par les FDLR, l'exportation des matières premières qui sortent de ces zones passe par Kigali. Alors expliquer au monde comment est-ce que les matières premières qui proviennent des zones ennemies puissent transiter par le Rwanda alors qu'ils sont ennemis avec le gouvernement rwandais. Donc tout ça sont des astuces que nous avons compris, que j'ai largement dénoncé dans mon livre sur les génocides économiques ignorés au Congo. Il en est de même pour les zones contrôlées par les soi-disant LRA pour l'Ouganda. Donc le pillage des ressources naturelles du Congo s'est fait à travers Kampala et à travers Kigali. On parle maintenant du déploiement possible d'une brigade d'intervention qui serait intégrée à la MONUSCO dans l'est de la RDC. Une idée positive selon vous ? C'est voué à l'échec parce que la MONUSCO, avec un mandat révisé, peut entrer en guerre et défendre les territoires congolais contre ces forces dont on connaît leur localisation. Quelle devrait être, selon vous, la démarche de l'administration Obama vis-à-vis de la RDC ? D'abord, il faut arrêter les négociations des Rwandais du M23 qui sont autre chose que un groupe de terroristes avec la partie dite congolaise qui est totalement handicapée. Donc il faut déclencher, comme j'ai dit, les retours des militaires du M23 chez eux au Rwanda, Burundi et en Ouganda. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut imposer un calendrier de dialogue inter-rwandais au Rwanda afin de faciliter les retours de forces négatives dans leurs pays respectifs. Et je dirais, il faut rétablir le leadership congolais à la tête de la RDC. Si on regarde ce qui se passe au Mali, la victoire de la France, de l'armée française au Mali, montre un exemple de leadership à suivre. La femme malienne qui a sauté sur le coup du président François Hollande est un bel exemple que nous pouvons espérer voir au Congo. L'homme politique congolais Georges Alula joint à Paris. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Puis, suite des négociations entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le M23, dans un document remis mardi au facilitateur ougandais Crispus Kayonga, la délégation de la RDC au pourparlers de Kampala en Ouganda a qualifié plusieurs demandes des rebelles du M23 d'illégales, d'illégitimes et d'être sans objet. Reportage de Gisèle Cage de Radio Okapi. Plusieurs
questions sécuritaires, politiques, sociales, économiques sont simplement illégitimes, sans objet, à reconsidérer en cours de traitement réservé à l'Assemblée nationale. Les délégués du gouvernement jugent que toutes les revendications du M23 ont été vidées dans le dernier rapport adopté par les deux partis le mercredi 6 février 2013. La délégation du gouvernement congolais considère toutefois la demande du M23 sur la libre circulation des personnes, la lutte contre la discrimination tout à fait légitime, mais aux côtés de cela, le M23 voudrait par exemple obtenir l'annulation des élections du 28 novembre 2011, l'amnistie totale, ainsi que la planification des opérations mixtes avec les FARDC contre les groupes armés au Nord Kivu. Depuis Kampala, Gisèle Cage, Radio Okapi. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Washington, la Voix de l'Amérique, Camille Gros-Didier avec vous. Joachim Diana, directeur de La Colombe, un journal privé paraissant à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a été interpellé au siège de son journal. Il a ensuite été mis en détention à la prison centrale de Makala. Il a été condamné à 6 mois de prison ferme et au paiement d'une amende de $20 000 pour diffamation après avoir publié une enquête peu flatteuse sur une clinique. L'ONG de défense de la presse Journaliste en danger s'insurge contre son incarcération. Morgan Guiriec a contacté Chivis Chivuadi, responsable de cette organisation congolaise. Joachim Diana a été arrêté pour diffamation à l'encontre d'un sujet chinois. Son journal avait publié au mois de septembre de l'année dernière une information dénonçant des dysfonctionnements et accusant justement la clinique de ce sujet chinois de administrer à ces malades des produits pharmaceutiques périmés. Donc c'est suite à la publication de cette information que le monsieur l'a poursuivi en justice et que il a été condamné pour ce faire. Cet article, j'imagine que vous l'avez lu et qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous estimez que le journaliste a été trop loin? Écoutez, sans entrer dans le fond de cette affaire, je pense qu'il y a des positions de principe que notre organisation défend. Nous considérons que dans une démocratie digne de ce nom, un journaliste ne peut pas être envoyé en prison parce qu'il a écrit, parce qu'il a dit quelque chose. Cela constitue le combat que nous menons depuis plusieurs années pour la dépénalisation des délits de presse, parce que en l'état actuel de la législation congolaise, même si l'information publiée par le journaliste était vraie, il serait de toute façon condamné à des peines d'emprisonnement parce que c'est ce qui est prévu par le code pénal congolais qui ne s'intéresse pas à la véracité ou à la fausseté des informations. C'est un code qui est tout à fait rétrograde et tout à fait liberticide. Nous avions bon espoir avec la promesse faite par le nouveau Premier ministre où il allait annoncer qu'un projet de loi allait être déposé au Parlement pour justement essayer d'amender ce code pénal en enlevant toute possibilité de privation de liberté à un journaliste en cas de délit de presse auquel on lui accorderait simplement des dommages et intérêts. Donc jusque-là, cette loi n'a pas été encore révisée et nous demandons qu'à cette occasion, on puisse accélérer ce processus. La deuxième chose que nous voulons dire, c'est que nous considérons que la condamnation à 6 mois de prison assortie d'une amende de $20 000 est tout à fait disproportionnée. Il faut que ce journaliste puisse bénéficier de plus que d'une libération conditionnelle, ne serait-ce que pour lui permettre de pouvoir travailler et pourquoi pas chercher les moyens de pouvoir payer les dommages et intérêts qu'on lui exige. On ne peut pas en même temps exiger de quelqu'un qui paye des dommages aussi exorbitants de $20 000 et en même temps l'enfermer pendant 6 mois dans une prison. Mais où veut-on qu'il aille chercher cet argent pour payer à celui qui le réclame? Je pense qu'il y a là dans cette décision un non-sens qui confirme un peu une sorte d'acharnement contre le journaliste pour des motifs que nous ignorons tout à fait. C'était Chivis Chivuadi, responsable de Journalistes en danger en RDC. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Un an et demi après le crash d'un avion Boeing 727 à Kisangani en République démocratique du Congo, 3 anciens salariés de la compagnie Ewabora demandent réparation. C'était le 8 juillet 2011. L'appareil s'était écrasé au moment de l'atterrissage et cet accident avait fait 74 morts. Alors ces 3 anciens salariés d'Ewabora ont survécu, mais ils gardent des séquelles et ils risquent bientôt de se retrouver sans ressources. Bruno Minas.
À l'instant du crash, l'hôtesse Corinne Lucano était assise sur son siège à l'arrière de l'appareil. Elle a survécu et s'est sortie de la carlingue enflammée, brûlée au 2e degré. Sa collègue Patricia Naesi a également survécu, brûlée, une jambe fracturée. Gianni Condi était mécanicien de maintenance, lui aussi brûlé au 2e degré. Tous trois se disent lâchés par leur employeur, Corinne Lucano. Au début, on a eu des soins auprès du gouvernement et après, la compagnie nous prenait en charge. Maintenant, il y a plus de 3 mois qu'ils nous ont abandonnés. Gianni, lui, aurait voulu reprendre le travail de maintenance des avions. Comme j'ai des cicatrices dans les mains, je ne travaille pas bien. Le problème, c'est que leur employeur n'existe plus. La compagnie Ewabora est morte, Fly Congo qui lui a succédé est en train d'être liquidé. Tout le monde sera licencié, confirme la direction, mais elle dément avoir cessé de prendre en charge les frais médicaux. L'autre hôtesse survivante, Patricia Naesi, a encore l'espoir d'une indemnisation des assurances. Pour les passagers, on a appris qu'ils donnent $80 000, mais pour nous, on ne sait pas. Et ça se présente mal. Il y a une indemnisation, mais pour les familles des défunts, pas pour les blessés, affirme Vano Kiboko, président du conseil d'administration de Fly Congo. Il y a maintenant une indemnisation pour les cas de mort. Mais pas pour les blessés. Donc pour les blessés, c'est les soins médicaux. Bruno Minas, Kinshasa, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. RDC, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général François Olenga, n'a pas perdu son franc-parler. Celui qui parlait de « si vous voulez la paix, préparez la guerre », si vis pacem para bellum, est resté ferme dans ses positions dans cette interview qu'il a accordée à notre envoyé spécial Nicolas Pinault. La situation est calme, malgré le renforcement de M23, mais nous espérons que après Kampala, la situation va rester stable comme maintenant. Quelle est votre analyse de ce qui est en train de se passer actuellement dans l'Est? Je n'ai pas analysé. J'ai à défendre Goma et le Nord Kivu. Il n'y a pas des analyses à faire. Parce que c'est la guerre. Ni Kampala, ni je ne sais pas, New York ne pourra pas terminer cette guerre. Donc nous, les militaires, nous nous préparons pour défendre la République démocratique du Congo. Et la bataille de Goma sera une bataille dure pour le M23 et le Rwanda. Et vous vous souvenez, justement, quand vous étiez à Saké, Minova, il y avait... Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête ce jour-là, quand vous êtes arrivé sur le terrain, alors que la situation était un peu confuse? La situation était très confuse. La première chose qui m'est arrivée dans la tête, c'est de fusiller tous les traîtres de la patrie. Parce que, je répète, on ne peut pas défendre la patrie avec des traîtres. Il y en avait beaucoup, il y en a encore, et c'est la première des choses qui m'est arrivée dans la tête. Notre armée peut faire la guerre, peut défendre notre territoire, mais avec des traîtres, c'est impossible. Cette armée congolaise, elle est souvent critiquée, on dit qu'elle est mal équipée. Quelle est votre vision des forces maintenant FARDC? Moi, je suis un officier révolutionnaire, j'étais formé ailleurs, pas sous Mobutu. Mais les forces armées congolaises, c'est une armée qui a beaucoup souffert de l'embargo qui lui était imposé. Le Rwandais, les Ougandais, les Burundais sont venus envahir le Congo. On ne les a pas mis sous embargo. Mais les forces armées congolaises qui étaient sous occupation, qu'on a envahi son pays, étaient mis sous embargo. Ils se sont battus à Kisangani, les Ougandais et les Rwandais. Ils n'ont jamais été condamnés. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas d'embargo. Et vous allez voir comment cette armée va réagir pour défendre la patrie. Il y a les discussions à Kampala, c'est des discussions politiques. Et en cas d'accord, on pourrait avoir ce qui s'est passé avec le CNDP, on pourrait avoir une espèce de réintégration de certains éléments. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est souhaitable? Ça, il faut poser cette question aux politiciens. On ne peut pas intégrer la plupart de ces gens-là. C'est la 3e fois ou la 4e fois qu'on les a intégrés. Après avoir tué leurs collègues, après avoir violé nos enfants, nos femmes, nos mères, il faut venir les intégrer. Après avoir pillé nos richesses, pillé Goma, il faut venir les intégrer. Donc, moi je suis militaire, il faut poser cette question aux politiciens. Ce que nous voulons, c'est que nous voulons la paix avec nos voisins, mais parce qu'ils ne veulent pas, donc nous sommes prêts maintenant à faire la guerre. Mais selon vous, pourquoi, malheureusement, depuis quasiment 94, il y a de l'instabilité dans l'Est? C'est clair qu'il y a de l'instabilité, aussi longtemps que c'est les pays voisins qui alimentent cette instabilisation. Et il y aura toujours des problèmes à l'Est. Et mon armée va vous surprendre.
Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général François Olenga de la RDC. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Une partie de l'opposition congolaise se tient prête. Le dialogue promis par le pouvoir pourrait commencer bientôt. On ne sait pas quand, comment, ni où, mais chaque formation a son idée sur la question, Bruno Minas. Parmi ceux qui sont pour le dialogue dans l'opposition, il y a Vital Kamerhe. Lui voudrait que cela se tienne dans une autre capitale africaine, pas à Kinshasa, et sous la médiation d'une personnalité africaine, mais pas de la RDC. Du côté du MLC, on se dit aussi d'accord pour le dialogue, peu importe le lieu et le médiateur, mais surtout ne pas voir trop grand, prévient Thomas Louhaka, secrétaire général du MLC. On ne veut pas revenir à la conférence nationale souveraine. Il y avait plus de 2800 participants. Non plus, on ne veut pas revenir à Sun City qui avait été trop long. On veut quelque chose d'un peu plus allégé, mais le plus important, qu'on aille à l'essentiel des préoccupations actuelles des Congolais. Dans le camp d'Étienne Tshisekedi, pas de surprise, le leader historique reste dans la ligne de sa victoire revendiquée et du rejet des résultats officiels des dernières élections, donc pas de dialogue avec le camp Kabila. Le porte-parole de l'UDPS, Joseph Kapika, ne craint pas que son parti se retrouve hors jeu. Le dialogue peut avoir lieu sans nous, nous ne serons pas isolés. Nous serons avec le peuple congolais. C'est ceux qui iront chez Kabila, qui a été chassé du pouvoir par les élections, par le peuple, qui seront isolés du peuple. Ce débat s'ouvre alors qu'on ne sait toujours pas où, quand ni comment aura lieu le dialogue promis par le président. Bruno Minas, Kinshasa, RFI. Concernant l'Est de la République démocratique du Congo, l'accord cadre des Nations Unies pour lutter contre les groupes armés devrait être signé avant la fin du mois. C'est le Premier ministre congolais qui l'annonce, Augustin Matata Ponyo, qui rentre d'un voyage aux États-Unis. Le texte devrait être signé par les pays d'Afrique centrale, également par la Tanzanie, l'Angola et l'Afrique du Sud. Et puis la République démocratique du Congo est officiellement candidate pour organiser la CAN 2019. Kinshasa a déposé un dossier auprès de la Confédération africaine de football, la CAF. Pour pouvoir organiser une telle compétition, plusieurs conditions. Côté infrastructure, il faut des stades, des moyens de transport, des hébergements, mais il faut aussi pouvoir assurer la sécurité des équipes. Alors pour la RDC, ce n'est pas la première candidature. Elle avait été choisie pour la CAN de 94, mais rien n'était prêt. La compétition avait donc eu lieu en Tunisie. Alors cette fois, le ministre congolais des Sports, Benoît Nsungu, estime que le pays a toutes ses chances. C'est le défi que nous devons relever. Nous sommes un grand pays de football. Il n'est pas normal que nous n'organisions pas depuis longtemps cette grande fête de football. Et maintenant, je crois que nous devons y aller. Nous nous préparons pour pouvoir y aller. Je vous ai dû parler des problèmes de sécurité. Non, je crois que en dehors du Nord Kivu, il y a beaucoup de problèmes. Ailleurs, c'est calme et nous espérons que d'ici là, tout sera calme sur toute l'étendue de la République. Penser à organiser la CAN nous permet aussi d'investir dans les infrastructures. On peut penser à faire un stade à Mbujimai, à la province orientale, à Kisangani. Il y a Matadi, il y a Lubumbashi, il y a 2 stades. Il y a le stade ETP Mazembe et il y a le stade Kibasa. Kinshasa a 2 stades. Un qu'il faut refaire, enfin, qu'il faut réhabiliter le stade Tata Raphaël à Matadi. C'est après avoir examiné tout cela que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Des propos recueillis par Olivier Pron, autre candidat pour cette CAN 2019 face à la République démocratique du Congo, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée et peut-être un tandem Bénin-Togo. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, le chef du gouvernement a déclaré que l'accord cadre des Nations Unies pour la pacification des Grands Lacs devrait être signé avant la fin de février. Augustin Matata Ponyo rapportait hier les propos du secrétaire général de l'ONU après sa récente visite aux États-Unis. Cet accord cadre, selon le Premier ministre, va pouvoir cimenter la paix à l'est du pays, région qui a connu une série de conflits armés, le dernier mené par les rebelles du M23. Hormis la RDC, 7 pays devraient être signataires, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, l'Angola, le Congo-Brazzaville, l'Afrique du Sud et la Tanzanie. Pour une réaction, j'ai joint José Makila, député de l'opposition congolaise. Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec la démarche de l'ONU. Je suis d'accord pourquoi? Parce que d'autant plus qu'il y a un conflit au niveau de la RDC, il va falloir que la communauté internationale puisse s'impliquer. Et d'autant plus que quand j'ai suivi la déclaration du sous-secrétaire d'État, M. Carson, il a abondé dans le même sens. Et que les gens ne puissent pas confondre avec la Yougoslavie ou le Soudan.
Parce que la Yougoslavie, c'était la volonté du peuple de se séparer de leur nation. Et au Soudan, au Sud-Soudan également, c'était la volonté populaire. Or, ici en RDC, c'est une agression et nous sommes tout à fait d'accord que la communauté internationale s'implique pour trouver une solution durable. Il semble que les efforts diplomatiques des États-Unis aient payé, mais qu'en est-il de la position de l'Afrique du Sud? Parce qu'on sait que lors du dernier sommet de l'Union africaine, le 28 janvier, l'Afrique du Sud s'était fermement opposée à la signature d'un tel accord. Oui, mais vous savez, l'Afrique du Sud a-t-il raison, a-t-il tort? Je ne saurais pas vous le dire sur place parce que je l'ai suivi à distance, vous le savez, je suis avec vous ici aux États-Unis. Mais à ce que je sache, si l'accord a été présidé ou la réunion a été présidée par les Nations Unies, je ne pense pas que l'Afrique du Sud ne serait pas d'accord. Là, si l'Afrique du Sud n'était pas d'accord, certainement c'est que certains partis parmi les protagonistes n'étaient pas d'accord avec les clauses de cet accord. Maintenant que l'ONU prend les affaires en main, nous pensons que l'ONU sera capable de mettre tout le monde autour de la table. Parce qu'en fait, le conflit au Congo n'est pas seulement entre les Congolais, c'est entre les Congolais et les pays voisinants et les Congolais entre eux. Donc il faudra mettre tous les protagonistes autour d'une table et trouver une solution durable. On en a assez de trouver des solutions palliatives ou des solutions qui ne durent pas. Aujourd'hui, c'est avec celui-ci, demain, c'est avec l'autre. Non. Trouvons une solution globale pour sortir une fois de la crise congolaise. Vous-même, vous êtes en déplacement en ce moment aux États-Unis. De quoi il en retourne? Avez-vous eu des contacts intéressants ici? Effectivement, j'ai eu beaucoup de contacts ici aux États-Unis, comme vous le savez. J'ai été au département d'État, j'ai été dans les milieux qui connaissent bien la RDC, j'ai été à l'ONU pour discuter de mon pays et je crois que la plupart de certaines solutions viennent aussi quelque part de nos analyses, les analyses que nous faisons avec les experts ici aux États-Unis d'Amérique. Le député José Makila, président de l'Alliance des travaillistes congolais pour le développement, jointe au Texas aux États-Unis. Sans transition, je vous propose